Bonjour à toi, Donovan. Tu es sexy derrière ton écran aujourd'hui, dis-moi. Bon, comme d'habitude, hein, avant quoi que ce soit, si tu as n'importe quoi de mieux à faire là maintenant que regarder une vidéo sur YouTube, tu fous le camp. Ce sera là l'une des réflexions les plus pertinentes de cette vidéo qui, j'espère, en contiendra d'autres. À quoi la République nous condamne-t-elle? J'aimerais que ce ne soit là qu'une provocation, mais ça n'est pas que cela. Bon, c'est en partie ça quand même, hein, tu sais comment fonctionne YouTube, il faut bien vivre. Je ne sais pas si ça t'a échappé, hein, mais on peut pas vraiment dire que la politique menée actuellement par notre République te soit très favorable, hein. D'autant plus si tu appartiens à la classe moyenne ou pire, à la classe populaire. Notre nation apparaît de plus en plus douée pour effectuer le grand écart entre ses réelles élites et le reste. Je te laisse deviner à quel pied tu es scotché, hein. Oui, c'était ça l'odeur, a priori ça sent pas bon, hein. Bon, sachant ça, malgré tout, si tu sais quelle valeur exploitent toutes les autres pour parvenir à ce résultat, que tu comprends mieux les règles du jeu que les autres autour de toi, il y a des chances que tu t'en sortes mieux qu'eux, que tu prennes la bonne décision quand l'opportunité se présentera à toi. C'est le but de cette vidéo, te proposer le paradigme qui est actuellement le mien, pour que tu ajoutes une arme à celle que tu possèdes déjà, qui te permettra de mieux comprendre cet échiquier. L'objet de cette vidéo sera de discuter de cette clé de lecture, de cette vérité impopulaire, discuter du fait que c'est le présent qui te paralyse. Je sais, dit comme ça, c'est pas évident, ça paraît même un peu stupide, mais ça va vite être plus clair. On est d'accord là-dessus, la République au sein de laquelle nous évoluons s'organise en quinquennat. Et si on a certains avantages à fonctionner comme ceci, comme par exemple l'éloignement potentiel d'une centralisation trop forte du pouvoir, il faut bien constater qu'elle souffre d'un défaut qui colle bien à l'époque dans laquelle nous évoluons. Elle ne permet de décider que trop sur le temps court. Nous serons certainement d'accord pour dire qu'on ne change pas un pays, en tout cas pas sans heurts majeurs, dans le temps court. Aussi, inspirer un changement profond de notre société, d'une manière classique, qui puisse répondre aux velléités du changement climatique ou à la gestion de ses ressources, énergétiques, médicales, éducatives, enfin, tout ce qu'on voit actuellement, hein. Des ressources en matière première également, des ressources qui ne peuvent se gérer que sur le temps d'au moins une génération, 25 ans en somme, hein. Mais penser qu'on peut le changer autrement, dans un temps plus court que cela, c'est illusoire. Vous l'aurez remarqué, c'est pas compatible avec un quinquennat, pas même un double quinquennat. Dans un tel contexte, les seules choses qui perdurent, les seules choses qui se maintiennent au cours des différents mandats, c'est les doxas associés à ces idées communes qui durent depuis que les gouvernements se succèdent. Je vous laisse faire pause à ce stade. Pour cibler vous-même, prenez une ou deux secondes là, les points communs qui percolent à travers les divers gouvernements qui se sont succédés en France et le cadre général qu'ils dessinent. Faites-le vraiment. Je vous rappelle qu'agir, c'est déjà l'assurance de ressortir de cette vidéo en ayant vraiment quelque chose de gagné, puisque vous l'aurez construit vous-même. Et surtout, sans être acteur, vous ne retiendrez rien. On n'est jamais meilleur quand on apprend quelque chose que quand on l'utilise. Bon, en tout cas, une chose est sûre, si à ce stade vous avez commencé à identifier quelque chose, et j'espère que vous l'avez fait vraiment, on voit bien que ce système républicain porte encore les idéaux qui ont permis sa venue au monde, ceux-là notamment. Ceux associés à la Révolution. Pas n'importe quelle révolution. On sait aujourd'hui que la Révolution française, c'est une révolution qui a été voulue par les bourgeois marchands sur les nobles qui à l'époque avaient un droit du sang, et ils ont obtenu la victoire. C'est pourquoi c'est la valeur marchande, et toutes les constellations associées, hein, qui constituent au minimum un paradigme intéressant pour lire et dire notre société actuelle. Attention, entendons-nous bien, je ne dis pas que ce cadre est un poison, et je ne dis pas non plus que c'est un miracle. Il y a à dire des deux bords. J'ai d'ailleurs confiance en toutes celles et ceux qui écoutent cette vidéo pour identifier des points sur ces deux moments-là, sur ces deux thèmes-là, du positif et du négatif. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous engage à faire. Si vous êtes plutôt pour, essayez d'identifier du contre, sciemment. Si vous êtes plutôt contre, essayez d'identifier du pour. C'est un exercice intéressant. D'ailleurs, mon but ici n'est pas de fustiger ou d'encenser la politique française dans ce qu'elle accouche, mais plus de discuter d'une chose plus générale, d'un cadre de pensée beaucoup plus vaste, de cette fameuse clé de compréhension que j'estime être bien plus efficace. Nous l'avons dit dans la vidéo précédente, l'aspect personnel, individuel, ou plutôt le consommateur potentiel qu'il peut être, est au centre de notre société du divertissement, de ce capitalisme du divertissement. Et l'idée d'un développement personnel, en tout cas pour ce qu'on entend par là dans les cas les plus classiques, appuie sur des valeurs qui
si elles n'ont rien de négatif ou de malvenu en soi, sont compatibles profondément avec ce système général. L'infantilisation qu'elle implique, du fait qu'on ne préconise que peu de lutter contre soi-même, c'est le fameux venez comme vous êtes, et de lutter contre soi-même, ça ne pourrait se faire que par des buts raisonnables, mais à l'inverse, on pousse à la considération émotionnelle avant toute chose. Cette émotion qui est devenue suffisante comme argument, qui est presque devenue une valeur cardinale. Elle limite dans les faits le risque de renversement politique, en favorisant la scission interpersonnelle. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les enfants d'une cour de collège. Chacun est là à l'affût des moindres anormalités, des plus fines différences, et plus il les repère, et plus il finit par en être viscéralement rebuté. Sans un but commun autre que soi-même, autre que la question de sa propre identité, comment pourrait-il en être autrement ? Pourtant, selon moi, même si cette approche peut être intéressante, elle a encore une fois des vertus, il en est une autre qui l'est encore plus. Une manière de voir les choses que je trouve plus pertinente. C'est le lien entre ce que nous venons de voir et la relation que nous entretenons avec les différentes temporalités, le présent, le passé et le futur. Celui qui cherche à cibler tous les effets de bord, tout ce qui sort, tout ce qui fait saillie par rapport à son quotidien, celui qui est dans l'identification des sensations, dans la recherche active de leur stimulation, celui-là est dans le présent et l'appel de ses voeux. Vous le sentez certainement, être dans le présent, c'est une chose qu'on a envie de considérer comme positive, vraiment positive. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce parfaitement le cas? Eh bien, en tant que seule dimension réelle, je le rappelle, le passé n'est plus là, le futur n'est pas encore, seul le présent apparaît palpable, apparaît à nous. Finalement, on pourrait résumer ça ainsi, l'instant c'est l'éternité. Bon, ça se discute, il y aurait plein de choses à dire, la relativité générale notamment mettrait une belle claque à tout ça, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Eh bien, ce présent, il a d'autres vertus, notamment, c'est un antidote contre le nihilisme dans son sens nietzschéen, c'est-à-dire celui de l'aliénation par l'idéal, celui de ne viser plus que les idées et d'oublier le terreau dont on est issu finalement. C'est, encore une autre manière de le dire, un remède contre les passions tristes, comme les appelait Spinoza. Si tu passes trop de temps à revivre mentalement un événement difficile de ton passé, ou à anticiper un futur négatif qui ne viendra probablement jamais, ou même, dans un sens positif, si tu passes trop de temps dans la nostalgie, ou dans un futur idyllique, fantasmé, bien tout ça t'éloigne du seul réel qui est court, c'est-à-dire le présent, le seul lieu où tes actions valent vraiment quelque chose. En ce sens, dénigrer cette dimension du présent serait une folie. Je l'ai déjà dit et je le répète ici, je n'ai jamais dit que tout était à jeter dans l'idéologie dominante et dans les injonctions qu'elle a pour nous. Malgré tout, notre cerveau a aussi évolué dans le sens de prédire pour mieux adapter nos comportements au monde et à l'évolution, au rythme qu'il a su y déceler. Et l'évolution a sélectionné pour cela les structures qui y parvenaient le mieux. Et ces structures, notamment cérébrales, font partie de vous aussi sûrement que celles qui supportent vos émotions. Que vous le vouliez ou non, vous avez tout autant en partie lié avec le présent qu'avec les autres dimensions temporelles, le passé et le futur, du simple fait que vous intégriez des structures logiques complexes. Ce sont elles qui vous permettent d'anticiper le futur, en tout cas une part de celui-ci. D'ailleurs, à ce propos, je reviendrai sûrement un jour lors d'une autre vidéo sur le fait que notre passé soit tout autant une rétrodiction que le futur est une prédiction. En fait, c'est souvent l'application de la logique à nos souvenirs ou à ce qu'on pense y déceler qui nous permet de reconstituer le passé. La logique est vraiment impliquée dans cet ordre-là. Enfin, c'est pas le sujet là. Peu importe, en tout cas, convoquer les passions tristes, celles que j'ai décrites plus haut, pour discréditer les autres temporalités, ne peut que conduire, du simple fait que ça fasse partie de nous, à une amputation d'une part de nous-mêmes, d'une part de ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire cette corde tendue entre le présent du monde matériel et ce passé et ce futur que supporte le monde des idées, des conceptions. Si les idéaux peuvent conduire au pire totalitarisme quand ils deviennent hors sol, et on a de nombreux exemples de cela, non, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Bien la recherche de l'objectivité, de ce qui est universellement vrai donc, l'objet des sciences en somme, lui est un humanisme. Il est démocratique, en cela qu'il a pour objet ce que nous avons tous de commun. À ce titre, il est injuste de condamner le monde des idées et les temporalités qui lui sont associées, de même qu'il était injuste de condamner le présent. Mais est-ce bien le cas? Est-ce que j'ai raison de proposer ça? Est-ce que mon procès du présent, ce présent associé au système de valeurs que notre République supporte actuellement, est bien légitime? Eh bien, si je ne le pensais pas, de toute façon, je n'aurais pas fait de vidéo sur le sujet. Mais pour vous en convaincre, je vais vous donner quelques exemples dans le concret de ce qui se passe actuellement.
On observe notamment l'avènement de ce qu'on appelle la cancel culture, de cet effacement en bloc d'une part du passé qui ne contiendrait pas la moraline du présent, au nom de l'affect, sans contextualisation de ce passé-là, par la moindre raison, mais vraiment par le prisme, par le spectre de l'émotion, sans même considérer, quelque chose d'assez remarquable, le simple fait que notre inéluctable changement conduira par cette même logique à bientôt cancel notre propre temps, notre propre présent actuel. Ça me semble un bon exemple de la mauvaise logique qu'associe la cancel culture à cette espèce de dénigrement du passé. Autre exemple, le fait que les figures qui symbolisent les contraintes raisonnables, celles qui cherchent à agir dans le sens d'une anticipation des temps à venir, les politiques, les chercheurs, bien d'autres encore, soient dénigrées, sauf quand ils jouent le jeu de l'émotion tout azimut. Typiquement, ce que j'appellerais des intellectuels avec le ventre. Ceux qui peuvent cracher sur leur propre rigueur au nom de l'impératif de l'action, par exemple le fameux quoi qu'il en coûte. Cela est un autre indice fort selon moi de la victoire de ce présent qui sert notre modèle de société. Bon, on pourrait citer de très nombreux autres exemples, le retour des tribunaux populaires, avec Internet, avec Twitter notamment, un certain nombre d'autres réseaux sociaux, et le dénigrement systématique du système judiciaire classique qui tempérait auparavant autant que possible les émotions dans le but affiché de servir la recherche d'un bien commun. On est d'accord, tous ces systèmes-là, je ne suis pas en train de vous dire c'est parfait, c'est merveilleux, tout est nickel, mais il y avait quand même cet aspect, cette recherche-là. Je vous engage d'ailleurs, vous aussi, à mettre pause ici, à identifier d'autres symptômes du même style. Je suis certain que vous en avez identifié vous-même de nombreux autres. Bon, on va bien y regarder. Cet état de fait, si je l'ai bien identifié, conduit à une conclusion assez singulière. Par cette individualisation, cet éloge du tout au présent, du ventre, ce dénigrement systématique d'une vision platonicienne dont c'est vrai, ce monde des idées, on en a longtemps subi le joug, mais le système capitaliste, qui se base sur l'industrie du divertissement actuellement, ne se fait-il pas le fossoyeur de lui-même? En sciant la branche sur laquelle nous sommes assis par notre non-considération des problématiques écologiques, par exemple, le manque de matières premières va mécaniquement interdire la pérennité de nos sociétés telles qu'elles sont actuellement. Typiquement, la marche, le mouvement des marchandises est très très dépendant des hydrocarbures. Bien, imaginons que, du fait de ces difficultés écologiques, nous perdions notre interdépendance économique, que les moyens de production se rassemblent au sein des différentes nations qu'ils supportent, et que cela finisse par entraîner un repli sur soi et ultimement, pourquoi pas, une guerre. Mais quelle qu'en soit la forme d'ailleurs, une guerre économique ou autre. Entre nous et d'autres pays à l'idéologie différente, c'est-à-dire privilégiant les autres dimensions temporelles. Des qualités qu'on associe plus classiquement à l'état d'adulte, à l'état d'être responsable, c'est-à-dire en capacité de répondre. Bien, que se passera-t-il alors pour nous? Moi j'ai bien une petite idée de ce qui se passerait si un pays qui met en avant ces autres dimensions davantage que nous le faisons nous à travers le présent, s'intéresser un peu trop près à ce que nous possédons. Alors finalement, comment éviter cela? Eh bien, je pense qu'il nous faut réinvestir ces temporalités-là, ces dimensions raisonnables que sont le futur et le passé, à travers leurs incarnations, pour redevenir des êtres humains plus complets. Alors c'est encore pour partie le cas à l'échelle de la société, mais cela s'opère de plus en plus drastiquement par une distinction entre certaines élites et un certain peuple. La plupart des élites, et j'insiste sur le certain, vont se concentrer sur ces dimensions-là et l'aborder par le biais, par le prisme de la raison. Et la plupart du temps, quand on est au sein du peuple, on a plus ce lien, cet appel à la dimension émotionnelle, et donc plus au présent. Et même si là, je dresse un portrait à grand renfort de gros pinceaux, je pense que ce que je dis est statistiquement significatif. Je ne crois pas qu'aucune idée intéressante et raisonnable n'émerge du peuple, et je ne crois pas non plus que les élites soient ces êtres éthérés et purs qui vivraient dans le monde de la raison. Loin de là, c'est pas ce que je dis ici. Pour autant, individuellement, on ne peut pas s'élever socialement sans sacrifier une part de nos instincts au profit du savoir, de la maîtrise de la langue, ou encore de la qualité technique de nos gestes. Bref, de tout ce qui a une valeur importante sur le long terme, en tout cas de ce qui peut potentiellement en avoir une et nous permettre de faire société. Faire honneur au peuple, ce n'est pas simplifier à outrance par souci de vulgarisation. C'est attaquer les vrais problèmes et dévoiler d'autres beautés moins instinctives. Il ne faut pas avoir peur d'attaquer les dernières découvertes scientifiques, d'attaquer les œuvres les plus remarquables. Finalement, c'est respecter l'intellect de nos contemporains.
Alors évidemment, hein, il va falloir dépouiller les concepts d'une partie de ce qui fait leur gras, mais conserver le squelette, conserver l'essentiel. C'est ça la réelle vulgarisation. Même si de ce point de vue non plus, l'égalité de potentiel dans la compréhension est un mythe. Tout le monde n'est pas égaux devant la compréhension de certains sujets. Pour autant, ça n'a pas pu s'effondrer au point qu'on semble observer généralement aujourd'hui. Je crois que l'intellect de nos contemporains a été corrompu par le présent. En tout cas par cette version du présent que semble porter notre République dans sa forme actuelle. Respectez-vous. Prenez le temps de renouer avec la raison. Prenez le temps de réfléchir à un but que vous voudriez poursuivre et qui ne soit pas uniquement celui d'un présent qui devrait demeurer à tout prix. Réfléchissez, est-ce que vous avez un but comme celui-ci ? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous connaissez le principe, abonnement, la cloche, tout ça, si vous pensez que ça a été intéressant et si vous avez envie finalement de me rétribuer un petit peu. Et comme à chaque fois, cette vidéo n'est pas parfaite. En plus, celle-ci, elle aborde un point de vue politique complexe. Il n'y a pas de bonne réponse finalement réelle à apporter à ces questions-là. Mais je pense que ça fournit une paire de lunettes teintées qui donne un point de vue nouveau et qui, j'espère, est intéressant. Poursuivez le débat dans les commentaires. Écharpez-vous un petit peu. Ciblez les limites de ce que j'ai dit. Écharpez-moi aussi. Et puis, je vous dis à bientôt sur Dualité. Je me demande combien en commentaire, quelles que soient leurs obédiences politiques d'ailleurs, vont tout de suite tomber dans l'émotion et le pathos pour défendre leur point de vue. Et combien au contraire, voulant défendre par leur comportement la raison et finalement une partie de mon propos, vont oublier à terme qu'une raison pure aliène par l'idéal et vont entrer dans une dynamique du type la fin justifie les moyens.